L'évacuation des civils au centre des préoccupations en Ukraine. Nouvelle tentative de cessez-le-feu et de mise en place de corridors humanitaires aujourd'hui. La Moldavie demande l'aide de la communauté internationale pour pouvoir accueillir les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre. L'évacuation des civils ukrainiens au centre des discussions. Alors que la guerre fait rage, comme ici à Irpin, dans la banlieue de Kiev, où les habitants les plus vulnérables tentent de fuir, la Russie a proposé un nouveau cessez-le-feu temporaire aujourd'hui. Ces derniers jours, les tentatives de mise en place de corridors humanitaires ont échoué, les deux camps s'accusant mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu. La dernière proposition de Moscou avait quant à elle été rejetée par Kiev, qui ne veut pas de corridor humanitaire menant les civils en territoire russe. Le troisième round de négociations entre les deux parties s'est achevé hier. Nous avons reçu quelques résultats positifs en termes de logistique des couloirs humanitaires. Ils seront modifiés et nous recevrons une aide plus efficace aux personnes qui souffrent actuellement de l'agression de la Fédération de Russie. En ce qui concerne la voie politique clé qui comprend un cessez-le-feu, la réconciliation et la fin des hostilités, les consultations intensives vont se poursuivre. Nous espérons qu'à partir de demain, ces couloirs commenceront enfin à fonctionner. La partie ukrainienne nous a donné des garanties. Par ailleurs, la discussion sur les aspects politiques et militaires s'est poursuivie, mais il est difficile et il est trop tôt pour parler de quelque chose de positif. Les discussions entre Russes et Ukrainiens vont se poursuivre dans les prochains jours. Les ministres des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Dmytro Kuleba, ont convenu de se rencontrer jeudi à Antalya dans une démarche soutenue par la Turquie. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a posté une nouvelle vidéo depuis son bureau de Kiev, assurant qu'il n'avait pas peur et qu'il n'irait nulle part. Comme d'autres villes du pays, la capitale ukrainienne s'attend à être assiégée et bombardée dans les prochaines heures. La Moldavie est inquiète depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans une interview accordée à Euronews, la première ministre, Natalia Gavrilita, lance un appel à l'aide. Son pays, le plus pauvre d'Europe, fait face à des arrivées massives de réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre. Nous avons atteint notre capacité maximum et nous avons besoin d'un soutien important et d'une assistance internationale pour gérer cette très grave crise humanitaire. Tant que des actions militaires seront en cours, nous nous attendons à ce que ces déplacements se poursuivent. Nous demandons la mise en place urgente de corridors vers d'autres pays. Des questions se posent aussi sur la sécurité du pays, mais pour le moment, la Première ministre refuse de spéculer sur d'hypothétiques scénarios. La Moldavie connaît une région séparatiste, la Transnistrie, qui dispose d'une base militaire russe. Est-ce que vous observez des activités militaires importantes et pensez-vous que ces soldats pourraient s'impliquer dans le conflit ? Nous avons en effet une région séparatiste, la Transnistrie. Il y a des forces russes présentes sur place. Nous demandons constamment depuis 30 ans le retrait de ces troupes. Pour le moment, nous ne voyons pas de risque ou de plan d'intervention, mais évidemment, la situation est incertaine et dépend de l'évolution en Ukraine. Mais nous sommes un pays neutre et nous attendons que tous les partenaires internationaux agissent de façon à respecter ce principe de neutralité. À l'instar de l'Ukraine et de la Géorgie, la Moldavie a fait la semaine dernière une demande formelle d'adhésion à l'Union européenne. Natalia Gavrilita précise toutefois que son pays ne compte pas faire de même auprès de l'OTAN. Ce principe de neutralité est inscrit dans la Constitution et nous poursuivrons l'intégration à l'Union européenne, mais nous ne demanderons pas l'adhésion à l'OTAN. Les autorités moldaves savent que le chemin est long et difficile pour rejoindre l'Union, mais Chișinău estime qu'accepter sa candidature serait une décision symbolique qui permettrait d'indiquer aux citoyens moldaves qu'ils sont les bienvenus dans ce projet démocratique.
La Russie serait-elle en train de préparer une déconnexion de son réseau de l'Internet mondial? C'est en tout cas ce qui ressort d'un ordre du ministère des Communications et des Médias qui a fuité ces derniers jours. Une nouvelle décision en matière de liberté de la presse qui fait suite au blocage de Twitter et Facebook sur le territoire russe et à la fermeture des sites de la BBC ou de la radio-télévision internationale allemande, la Deutsche Welle. La vérité est qu'il s'agit simplement ici du contrôle de l'information, du contrôle de ce que les gens pensent et de ce qu'ils échangent. Et c'est une idée effrayante. Le passage forcé à des serveurs situés en Russie permettrait aux autorités d'avoir un accès étendu à ces services. Cela permettrait une censure d'État et un blocage complet de l'Internet à l'intérieur du pays, avec une conséquence immédiate, laisser au Kremlin imposer aux citoyens russes sa version de l'histoire sur la guerre en Ukraine. Pour la guerre en Ukraine, nous, Européens, n'avons pas su regarder l'histoire. Ce sont les mots de l'écrivain français Mathias Hénard, le lauréat du prix Goncourt 2015 et cette semaine l'invité d'honneur du festival Dedica de Pordenone, dans le nord de l'Italie. Après ce qu'il s'est passé en Géorgie en 2008, l'Europe n'a pas su trouver une forme de résistance à Poutine et à la pression des Russes jusqu'au début de cette guerre. Le fait qu'aujourd'hui on en soit là découle de notre incapacité à envisager le retour de la violence de la guerre après la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avons pas voulu croire que de telles horreurs pourraient se reproduire à nouveau et c'est ainsi que nous n'avons pas vu le danger approcher. Pour son roman graphique Tout sera oublié, publié en 2013, l'auteur s'était rendu à Sarajevo pour raconter les cicatrices de la guerre des Balkans, 20 ans après les faits. Écrire, c'est quelque chose de beau, mais je crois que c'est aussi une forme de communication entre le passé, le présent et même le futur. Écrire, c'est communiquer de la passion et de l'amour pour tout ce qui peut nous approcher des autres. Finalement, les livres sont une manière de faire société. Può avvicinare anche all'altro. I libri sono una forma di fare società alla fine. Parmi les violences faites aux femmes, les mariages forcés et précoces restent une réalité dans plusieurs pays. C'est le cas ici, au Maroc. Najat Ikish préside une fondation qui œuvre depuis 10 ans à lutter contre ce fléau. Elle sillonne depuis plusieurs semaines la région berbérophone du Souss Massa. Ici, plus de 44% des femmes sont analphabètes. Cette jeune fille lui explique être mariée depuis l'âge de 17 ans. Sa famille n'a pas voulu qu'elle fasse d'études, explique-t-elle. Dans les campagnes, les mariages d'adolescentes sont dus au fait que les jeunes filles ne vont pas à l'école, confirme la militante. C'est à cause de la pauvreté, de la marginalisation, du manque d'infrastructures. Dans les villes, il y a aussi des idées conservatrices qui persistent selon lesquelles la place de la jeune fille est auprès de son mari. C'est le cas dans certains quartiers de Casablanca, Rabat, Fès ou Marrakech. La militante va à la rencontre des populations en vue de préparer une caravane de sensibilisation qui sera lancée cet été. Des bénévoles organiseront des débats et distribueront des dons aux plus démunis. Cette visite nous permet de dresser une liste des villages, des communes qui nous semblent marginalisées et qui ont besoin d'action. Puis nous reviendrons pour une deuxième visite et nous désignerons des coordinateurs et déterminerons l'itinéraire final du convoi de sensibilisation. Éduquer et développer l'autonomie des femmes, deux piliers dans la lutte contre les mariages précoces. En 2020, plus de 13 000 dérogations ont été délivrées au Maroc pour permettre le mariage de jeunes filles de moins de 18 ans.